Bonjour Jérôme Giacomini, merci beaucoup d'avoir accepté l'interview. Avant de commencer l'interview et avant de prendre l'envol et voir un peu ce qu'il y a comme appareil à côté, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu votre parcours? Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire de votre fille les ballons finalement? Vous avez commencé par où et comment on est arrivé là aujourd'hui? Alors en fait, on est deux associés, Mathieu Gobi et moi. On a fait toutes nos études ensemble, pas loin d'ici d'ailleurs. Et quand on était étudiant, on a voulu créer le club de montgolfière de notre école, l'école polytechnique. Et donc on s'est amusé à faire de la montgolfière en tant qu'étudiant. Et puis on était en 1990 et on devait faire un stage de fin d'études à l'école des Ponts en 1992. Et là, on a l'idée de se dire, mais pourquoi ne pas permettre à tous de voler et de recréer le grand ballon captif d'Henri Giffard de 1878. Et donc, alors qu'on était encore étudiant, on a créé notre société et on s'est lancé dans le grand ballon captif. Et le premier a ouvert le 18 avril 1994 à Chantilly, donc il y a maintenant 33 ans. Et donc depuis, on en a vendu 125 dans 40 pays. Et puis celui-là est le seul ballon généralique Climate Lab, puisqu'il travaille, observatoire atmosphérique, puisqu'il travaille pour l'observation de l'atmosphère, aussi bien sur sa composante pollution de l'air pour la santé humaine que sur sa composante réchauffement climatique. Bien sûr, vous êtes au courant, l'air est constitué de gaz, mais il y a aussi des petites poussières qu'on appelle les particules fines. Et nos instruments vont mesurer les principaux polluants, les polluants qui sont mauvais pour la santé humaine et les polluants qui sont mauvais pour la santé de la planète, c'est-à-dire le réchauffement climatique. Alors on va commencer par les polluants qui sont mauvais pour la santé humaine. Vous avez l'ozone. L'ozone est un gaz qui est très réactif, qui est très oxydant et qui est créé, c'est un gaz secondaire qui est créé à cause des UV et à cause des dioxydes et monoxydes d'azote par oxydation. Et donc on va avoir ce gaz que quand il fait chaud et beau, et c'est créé à cause des moteurs à combustion des voitures qui, eux, créent les oxydes d'azote. Vous avez les pollens. Donc il faut savoir que 25% de la population française aujourd'hui est sensible au pollen. Et les pollens, en fait, ce sont des grosses particules fines. Donc les pollens sont émis par les plantes, par les arbres. Et la saison des pollens commence plus ou moins en mars. Et donc c'est le sommet de la saison pollénique, c'est vraiment le printemps. Et donc nous, on mesure les pollens et on essaye de comprendre quelle est l'évolution des pollens en fonction de l'altitude et en fonction des saisons. Voilà. Donc ça, c'est un appareil qui mesure les pollens. Et puis là, vous avez un appareil qui mesure les particules fines. Donc les pollens sont des particules fines, donc cet appareil mesure en somme aussi les pollens, mais c'est surtout les particules fines qui font 2,5 micromètres qui sont les plus dangereuses. Et donc cet appareil mesurait jusqu'à 0,15 micromètres. Donc vous voyez, des particules qui font à peu près la taille du Covid, mais on ne peut pas descendre au-dessous avec cet appareil. Mais cet appareil a 39 classes de mesure, donc les particules fines sont classées en 39 classes et peut aussi connaître la nature des particules fines. Est-ce que c'est plutôt du sel? Est-ce que c'est plutôt du black carbone? Est-ce que c'est plutôt des suies? Est-ce que c'est plutôt des gaz secondaires qui sont agglomérés, qui ont fait des particules secondaires? Et donc ça, c'est très intéressant pour nous donner l'empreinte globale de la pollution de l'air. Je vous rappelle que dans 1 mètre cube d'air, ça pèse 1 kg, mais que les particules fines à Paris, c'est en microgrammes. On est plutôt autour de 10 microgrammes. On a 1 milliard de fois moins de particules fines, et heureusement, que de molécules de gaz. Concrètement, toutes ces mesures servent à quoi? Ils vont être distribués à quels organismes? Ça sert à quoi Alors, concrètement? toutes ces mesures sont opérées par des laboratoires du CNRS. Donc, pour les particules fines et le pollen, c'est le LPC2E, qui est un laboratoire qui est à Orléans. Et pour l'ozone, c'est le LISA à Créteil. Donc ça, c'est le principal polluant de l'air, ça reste la particule fine. C'est celui qui crée les 40 000 morts par an en France. C'est celui qui augmente, quand il y a des vagues de pollution, le nombre d'AVC. C'est vraiment lui qui est le plus dangereux. L'ozone est dangereux et irritant comme les oxydes d'azote, mais moins. Voyez, ce qui est vraiment dangereux, c'est les particules fines. Oui. Et durant l'année, il y a des périodes qui sont plus critiques que d'autres pour les Parisiens. Oui, là, il y en a une. Alors, depuis 10 ans, la pollution de l'air a été divisée par 2 à Paris, grâce à la politique active de la mairie
pour diminuer les transports urbains, pour interdire certains types de véhicules et parce que globalement le parc automobile s'électrifie et donc on a la chance de vivre dans un air bien meilleur qu'il y a 10 ans et bien meilleur qu'il y a 100 ans. Donc en fait, tout le monde a pris conscience de la dangerosité des particules fines et donc nous on continue à mesurer, on continue à voir l'évolution de ce taux de particules fines, notamment avec l'altitude, entre 0 et 150 mètres. C'est le seul capteur qui existe, à ma connaissance, qui 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, enfin, ou plutôt tous les jours quand le ballon vole, fait une mesure de 0 à 150 mètres. Donc au lieu d'avoir un capteur qui est juste au sol et qui vous fait une mesure, c'est-à-dire un point, là vous avez une ligne, voyez. Oui. Vous pouvez intégrer toutes les mesures de 0 à 150 mètres et on peut même monter à 300 mètres certains matins quand la météo est bonne grâce à un système de câbles qui nous permet de monter jusqu'à 300 mètres pour faire des vols scientifiques. J'ai une question qui me vient en tête, c'est que les mesures qu'on fait à 300 mètres, 150 mètres de hauteur, est-ce que c'est représentatif de ce qu'on peut ressentir à 0 mètre pour les, Alors, pour les piétons? c'est vraiment intéressant. En fait, le parc André Citroën est un des parcs les moins pollués, un des lieux de la capitale les moins pollués de Paris. Et du coup, on est globalement en deçà de la moyenne de la pollution à Paris. Mais quand on monte, souvent vers 50-80 mètres, on retrouve la pollution moyenne. Et puis après, quand on monte plus, ça baisse. Mais attention, c'est très moyenne parce que vous avez des phénomènes de convection, enfin tout ça est mélangé. L'air est une immense marmite bouillonnante où il se passe des tas de réactions chimiques en permanence. Et donc on ne peut pas faire des règles, enfin c'est compliqué de voir des règles précises, mais globalement c'est ce qu'on a remarqué. Et c'est pour ça que c'est très intéressant. Il y a eu Jean-Baptiste Renard, le directeur du CNRS, qui s'occupe justement de tout ce qui est mesure sur les particules fines, a fait de nombreuses publications et sur le pollen et sur les particules fines. J'ai une dernière question à ce sujet-là. Concrètement, depuis que vous avez installé ça, c'est depuis quelle année? Depuis 2013? 1999. Pour les alors capteurs. on a installé, le ballon existe depuis 1999, mais tout ce qui est instrument de mesure, le premier qu'on ait mis c'est celui-là, qui est un instrument de mesure qui s'appelle le LOAC, qui a été développé par Jean-Baptiste Renard, qui est un faisceau laser qui va faire des diffractions. Il y a 4 miroirs qui va faire des diffractions avec les particules fines. Et les 4 miroirs vont récupérer le rayon laser diffracté et vont ainsi pouvoir compter les particules fines et connaître leur fameuse nature. La troisième partie du dispositif, on a parlé des particules fines, on a parlé de l'ozone, des pollens. Eh bien, il y a l'autre partie qui est très importante, c'est les gaz à effet de serre. Donc là, vous voyez, c'est une énorme machinerie. Ça pèse 80 kg. Ça a été développé en collaboration avec le laboratoire des sciences et du climat et de l'environnement. C'est pour connaître précisément la variation des gaz à effet de serre en ville. Parce qu'en fait, ce qui est important, c'est de voir comment évoluent les gaz à effet de serre en ville. La ville est un énorme créateur de gaz à effet de serre, mais est-ce que la pente, la dérivée, est-ce qu'on a tendance à continuer à en créer de plus en plus ou est-ce qu'au contraire, on commence à ralentir sur sa création, voire est-ce que ça diminue? Et donc, avec le LSCE et Michel Ramonet, qui est le directeur de recherche du LSCE sur ce sujet, vous avez ici des instruments qui sont tarés en permanence pour mesurer précisément le dioxyde de carbone, le fameux CO2 dont tout le monde parle, le méthane, qui est un gaz dont on parle moins, mais qui est quand même responsable d'un tiers du réchauffement climatique, le CO2 de 2 tiers, et la vapeur d'eau. Parce que n'oublions pas que la vapeur d'eau, qui est un élément naturel, qui n'est pas créé par l'homme, mais en fait, la vapeur d'eau réchauffe énormément. Donc, si le cycle de l'eau est modifié par l'action de l'homme, du coup, ça crée des boucles de rétroaction qui doivent être mesurées. Bienvenue à bord. Merci. Voilà. Alors, il va falloir se tenir juste au décollage. Donc, je vais vous faire un petit rappel de physique. Attention. Ça y est, c'est bon. On a décollé. Alors, pourquoi volons-nous? Alors déjà, est-ce qu'on vole? À la question, est-ce qu'on vole? Oui. Un aéronef est tout engin qui peut s'élever par ses propres moyens. Et donc, le ballon s'élève par ses propres moyens grâce à une énorme bulle d'hélium que vous avez au-dessus de la tête. Et donc, ça s'appelle un aérostat. Donc, dans les aéronefs, vous avez 2 types d'aéronefs. Vous avez les aérostats et les aérodynes. Les aérostats s'élèvent par leurs propres moyens
alors que les aérodynes ont besoin d'un moteur pour pouvoir avoir suffisamment de vitesse et s'élever. Donc vous avez les plus lourds que l'air, les aérodynes, et les plus légers que l'air, les aérostats. Alors, dans les plus légers que l'air, vous avez deux façons de vous élever. À chaque fois, il faut remplacer l'air par un gaz plus léger. Et vous avez deux façons de le remplacer par un gaz plus léger. Soit en le chauffant, c'est-à-dire que l'air chaud est plus léger que l'air. Par exemple, 1 mètre cube d'air chaud à 100 degrés peut lever 200 grammes. Alors que 1 mètre cube d'hélium à l'air ambiant, parce que vous remplacez du coup l'hélium par l'air par l'hélium, et l'hélium, là, vous pouvez lever 1,2 kg. Donc en fait, avec le même volume, vous pouvez lever beaucoup plus et avoir beaucoup plus de force qu'avec de l'air chaud. Et puis l'intérêt de l'hélium, donc c'est un gaz plus léger que l'air, vous l'emprisonnez dans l'enveloppe. L'intérêt de l'hélium, c'est qu'une fois que vous l'avez mis, vous n'avez plus à l'enlever. Et donc là, le principe, il est simple. Vous avez le ballon qui s'élève, retenu au sol par un câble. Et pour le descendre, il faut tirer. C'est l'inverse d'un ascenseur. Donc le ballon, il est rempli de 6200 mètres cubes d'hélium. Donc il peut lever à peu près 6 tonnes, un peu plus de 6 tonnes. Mais le poids mort de la nacelle, de l'enveloppe, tout ça, on arrive à 4 tonnes 8 au sol. Et la nacelle faisant 1 tonne 2, on se lève avec un lift d'à peu près 3 tonnes 5. Vous voyez les hippodromes d'Auteuil et de Longchamp. Eh bien, si vous continuez par là, vous voyez la Défense. Eh bien, entre la Défense et nous, c'est là qu'a décollé la première montgolfière en 1783, le 21 novembre 1783. Le premier vol humain a eu lieu juste là, vous voyez, juste dans le bois de Boulogne, là, à l'orée du bois de Boulogne. Et Pilate de Rosiers et le marquis d'Arlande ont décollé là. Ils ont traversé la Seine entre nous et la Tour Eiffel. Ils sont passés devant le quartier de Passy où Benjamin Franklin était là pour assister à ce passage. Et ils ont atterri, vous voyez, allez-y, on va faire le tour. Ils ont atterri, voilà, là-bas, là où vous avez toutes les tours, c'est la butte aux Cailles dans le 13e arrondissement. Et ils ont fait le premier vol humain. On était extrêmement fiers de pouvoir revenir à l'endroit où nos ancêtres avaient volé. C'est à Paris qu'a eu lieu le premier vol. C'est nous qui sommes les premiers dans le ciel. Et donc, c'est vrai que pour nous, c'était quelque chose d'extraordinaire de pouvoir refaire cette expérience. Alors, je ne peux pas faire cette interview sans évidemment parler, on l'a dû faire plusieurs fois depuis 2 ans, mais par rapport au JO, la vasque olympique. La vasque olympique, vous voyez, elle est là. On va la regonfler. Elle n'est pas encore là, bien sûr, elle était là. Vous voyez, on voit toute la rue de Rivoli avec l'hôtel de Crillon, on voit le Louvre. Eh bien, elle était juste là, dans le jardin des Tuileries, et elle va revenir. Et là aussi, c'est un énorme symbole, puisque le premier grand ballon captif ouvert au public a eu lieu dans le jardin des Tuileries en 1878. Pour être précis, il y en a eu un avant en 1867 au Champ de Mars, pas loin du tout d'ici. Mais le plus grand ballon captif de tous les temps, celui que tout le monde connaît, c'est le ballon d'Henri Giffard de l'Expo universelle de 1878. Et il était à l'endroit exact où nous avons mis la vasque. Donc Paris est vraiment le berceau de l'aérostation, mais aussi le berceau de l'aéronautique. Parce que tout ce qui s'est passé en aéronautique de 1783 jusqu'au début du XXe siècle, c'est à Paris que ça s'est fait. Après, il y a eu les frères Wright qui ont lancé le premier avion en Caroline du Nord en 1903. Mais les Français avaient déjà, Clément Ader avait déjà essayé de faire un petit saut de puce. Et donc, c'est vraiment ici que tout se fait. Est-ce que ce serait intéressant, je pense que pour beaucoup de gens, si ça ne vous dérange pas, de parler justement de comment ça s'est fait, comment vous êtes amené à faire le ballon de la vasque olympique, comment ça s'est déroulé et ensuite, comment vous avez réussi à cacher ça jusqu'au dernier moment? C'est pas nous qui avons eu l'idée de la vasque olympique, c'est Mathieu Lehanner. Mathieu Lehanner est designer et il a gagné l'appel d'offres avec le COJO, les Jeux olympiques, et il a eu l'idée géniale de proposer à tous de pouvoir voir la vasque en l'air. Depuis partout dans Paris, on pouvait la voir. Et comme on est les seuls à fabriquer des ballons captifs, comme on est les seuls à avoir cette technologie, et qu'on est à Paris en plus, eh bien un jour, on a eu un coup de téléphone des organisateurs des JO qui nous ont dit « Est-ce que vous pouvez venir nous voir ?» Et c'est ainsi qu'on a travaillé dans le plus grand secret avec EDF, avec l'atelier Blam, avec plusieurs entreprises françaises pour développer cette vasque olympique. Il y avait des centaines de personnes qui étaient au courant, au moins une centaine, mais probablement plus.
Et tout le monde, par instinct patriotique ou parce qu'il voulait protéger le secret, personne n'a parlé. Et même les journalistes, on a quand même gonflé le ballon le 14 juillet. On a gonflé un ballon comme celui-là, qui a la même taille, au milieu des Tuileries. Personne n'a compris ce que c'était et personne n'a évoqué ce que c'était. Personne. Pourtant, un emplacement historique. C'est incroyable. Ouais. Et donc, ça a été génial puisque le 26 juillet à 23h30, ça a été la véritable surprise pour l'ensemble du grand public de voir cette vasque décoller. Qu'on peut retrouver du coup tous les ans jusqu'à l'année prochaine, tous les étés jusqu'à l'année prochaine. Voilà, on a encore 2 étés. Là, on va le regonfler pour le 21 juin et puis l'année prochaine. On peut aussi rappeler que vous avez sorti votre livre sur l'histoire des ballons aux éditions Flammarion, qu'on peut retrouver dès maintenant en librairie. Le livre raconte les histoires extraordinaires des ballons à Paris, puisqu'en fait, comme je le disais, c'est à Paris que tout s'est passé de 1783 au début du XXe siècle. Et les épisodes, il y a 6 chapitres. Il y a bien sûr le chapitre de la course entre le physicien Charles qui a inventé le ballon à gaz, qui a décollé des Tuileries, et les frères Montgolfier avec Pilâtre de Rosiers et le marquis d'Arlande qui ont décollé du château de la Mette. La course, c'était 9 jours près, c'est-à-dire que c'était 2 technos complètement différentes. C'est les 2 technos dont je parlais tout à l'heure. Le techno du ballon plus léger clair grâce à l'air chaud, la Montgolfière, et la techno d'un ballon où on emprisonnait de l'hydrogène, d'un gaz plus léger clair, donc ce qu'on appelle la charlière, le ballon à gaz. Donc ils ont eu 9 jours d'écart, et donc ça c'est une course incroyable au XVIIIe siècle, passionnante. Ensuite le chapitre 2 va vous raconter que c'est à Paris qu'il y a eu énormément d'expériences scientifiques avec le ballon. Vous avez eu des grands savants comme Gay-Lussac, comme Barral, qui ont volé en ballon pour connaître mieux l'atmosphère. Ils sont montés jusqu'à 7000 mètres de haut en 1804, vous imaginez. Et puis c'est aussi à Paris qu'a été inventé le parachute, là-bas, dans le 17e arrondissement, au parc Monceau, avec Jacques Garnerin. Donc ça, c'est la partie sur les ballons scientifiques. Et puis après, vous avez une partie sur les dirigeables, c'est-à-dire que très vite, vous vous rendez compte que le premier essai dirigeable a eu lieu ici, à Javel, avec un ballon avec des rames, voyez. Donc tout de suite, une fois que les ballons existaient, les scientifiques de l'époque ont essayé de trouver des moyens, les ingénieurs, pour faire diriger le ballon. Ils n'y ont pas réussi. C'est simplement en 1852 qu'Henri Giffard, le même qui a inventé le grand ballon captif, a réussi à faire le premier dirigeable. Il a décollé de l'Étoile, là-bas, à côté de là où il y a maintenant l'Arc de Triomphe. Et il a atterri à Trappes. Et c'était la première fois qu'il arrivait à diriger un peu un ballon, un dirigeable. Et puis, l'autre épisode que je trouve incroyable, c'est l'évasion des 66 ballons pendant la guerre franco-prussienne de 1870, où les Français ont été les premiers à créer une industrie aéronautique et ils ont construit 66 ballons à la gare d'Orléans, qui est maintenant la gare d'Austerlitz, à la gare du Nord, et ils sont échappés au nez et à la barbe des Prussiens pour emmener du courrier et des pigeons, parce que c'était les pigeons qui ramenaient les messages à Paris. C'est vraiment une histoire incroyable. Et les pigeons ont eu la chance d'avoir Dagron qui était l'inventeur des microfilms, qui est parti en ballon à Tours pour mettre ces microfilms, la technologie des microfilms à disposition des pigeons. Et donc les pigeons ont ramené 100 000 dépêches parce que c'était sur microfilm. Ah ouais. Donc des histoires comme ça. Et puis après, bien sûr, on va parler des ballons captifs. Avec, à Paris, il y avait jusqu'à 4 ballons captifs pour l'Expo de 1900 et du ballon de 1878 dont je parlais tout à l'heure. Et puis on finit par la vasque olympique. En fait, il s'est passé un phénomène quand on mettait le ballon à Paris, c'est qu'il devenait très vite très sale, très noir. Et on essaie de comprendre pourquoi. Et en réalité, la Terre est conductrice, comme tout le monde sait. L'air est isolant, comme tout le monde sait. Et pourtant, il y a une différence de potentiel très forte entre la Terre et le ciel. Vous avez un champ de 100 volts par mètre. Ça s'appelle l'électricité atmosphérique. C'est connu depuis très longtemps. Vous voyez, le câble, il est métallique. La nacelle est métallique. La toile, elle est plastique, mais elle est légèrement conductrice. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le ballon est au potentiel de la Terre. Et donc, comme on monte à 150 mètres de haut, vous avez un ballon qui est au potentiel de 15 000 volts. Attention, ne pas confondre le champ et le potentiel. Je laisse à chacun le temps d'aller retrouver ses cours d'électromagnétisme. Donc, vous avez un potentiel très fort. Et ce qui est incroyable, c'est que l'air est isolant, mais il n'est pas complètement isolant. Vous avez les rayons cosmiques. Et les rayons cosmiques en permanence vont casser des molécules d'air et vont devenir des ions. Elles vont se ioniser.
Et en sionisant, elles vont se coller aux petites particules fines dont je parlais tout à l'heure. Et ces petites particules fines vont être légèrement positives. Et donc, elles vont être attirées par le ballon. On a calculé que sans vent, parce qu'évidemment le vent change tout, c'est l'équivalent, le ballon, ce ballon-là collecte l'équivalent de ce qui se pose naturellement sur le sol de 100 hectares. Ah oui. Donc c'est ce qui explique pourquoi le ballon était sale. Et quand on a compris ce système, on a travaillé avec le laboratoire Laplace de Toulouse, on a travaillé avec le Grémy à Orléans, des laboratoires du CNRS, on a fait plein de mesures d'électricité atmosphérique avec ce ballon. Lorsqu'on a compris ça, on a eu la chance de tomber sur un appel d'offres fait par les Jeux Olympiques pour le village des athlètes, pour que l'air soit le mieux possible pour les athlètes dans le village des athlètes. Et on a proposé notre technologie de filtration de l'air, d'ionisation, qui ressemble beaucoup au principe rayon cosmique au potentiel. Et on a proposé ça, on a gagné, ça a marché. Ça fait 5 ans qu'on développe. Et là, on vient de remporter un appel d'offres pour le métro de Lyon, puisqu'on a fait des essais à Lyon. Pour la première fois, vous pourrez respirer dans une station de métro qui sera 2 fois moins polluée que ce qu'elle est aujourd'hui, puisqu'on arrive à diviser par 2 la pollution de l'air dans une station de métro. Donc cet appareil qu'on appelle l'aérofiltre et qu'on a développé permet donc une bien meilleure respiration, une bien meilleure qualité de l'air pour le grand public. Et ça, c'est grâce au ballon captif. Une filtration finalement sans filtre, juste par électrostatique. Voilà, exactement. Ouais, c'est une filtration, c'est un filtre électrostatique. Voilà. Il n'y a pas l'espèce de sac d'aspirateur ignoble dans lequel toutes les saloperies s'accumulent et qui se bouchent. Nous, l'air passe. Donc, on divise par 2 la consommation électrique. Il n'y a plus de maintenance, c'est bien mieux. Donc, on est en train de développer ce projet. Fabuleux. Bien, merci beaucoup Jérôme pour cette interview. De rien, c'était un plaisir. Je rappelle qu'on peut retrouver votre livre aux éditions Flammarion dès maintenant finalement. Et alors Flammarion, Camille Flammarion, a été un des savants français qui a beaucoup fait de vol en ballon. Et c'était le frère d'Ernest Flammarion qui a été le fondateur des éditions Flammarion. Savez-vous que Camille Flammarion a été un des premiers scientifiques à faire des best-sellers. Son livre s'appelait L'astronomie populaire. Et il a été vendu à plus de 150 000 exemplaires. Et il avait dit, Camille, c'est quand même incroyable, j'arrive à prévoir les éclipses, la place des planètes à la minute près sur des siècles et des siècles, et je suis incapable de prévoir la météo, donc je veux voler en ballon pour comprendre ça. Voilà. Et donc Camille Flammarion, on est très heureux que les éditions Flammarion nous aient choisis, ou qu'on ait travaillé ensemble, parce que voilà, on est 150 ans après la naissance de Camille Flammarion. Merci beaucoup Jérôme. Pour les personnes qui nous regardent, n'oubliez pas de vous abonner et s'il y a des questions, posez-les en commentaire directement. On va tenter d'y répondre directement par écrit. On vous laisse, à bientôt. Merci beaucoup, à bientôt.